Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ces cafés géopolitiques du mercredi soir. Je remercie encore une fois les services de la médiathèque et de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée de leur accueil. Patrick Lopez, Caroline qui est là ce soir, Emmanuel Boyer qui a été la cheville ouvrière de cette organisation. Et puis je vous remercie à vous tous de venir vous informer sur ces grandes questions qui affectent notre quotidien. Alors, le 14 octobre dernier, nous étions bien plus d'une centaine à nous retrouver autour du Moyen-Orient comme carrefour géopolitique, et nous sommes très loin d'avoir épuisé ce sujet récurrent, et j'espère pouvoir vous en reparler dans un cycle prochain. Ce soir, je vais essayer, à la lumière de la connaissance historique et de la réflexion géopolitique, de vous parler de la Chine et de sa stratégie de puissance. D'abord parce que la Chine, elle est à la fois lointaine et proche de nous. Elle est lointaine dans la distance, davantage culturelle que géographique, dans ce que nous appelons, nous autres géohistoriens ou géopoliticiens, un monde fini, dans lequel les distances, même si elles ne sont pas abolies, n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles pouvaient constituer dans le passé. Alors, la Chine est proche de nous, et au moment où je préparais cette intervention, bon, je pensais l'avoir bouclé, ça faisait une petite semaine, je pensais être tranquille, et puis voilà, l'actualité nous rattrape toujours. Ça m'a fait le coup la dernière fois, donc de toute façon, je crois que j'y suis maintenant habitué. Voilà, il s'est passé ça s'est passé avant-hier, et la dépêche de l'AFP a été publiée hier soir. C'est simplement l'illustration de la réaction des États-Unis aux ambitions maritimes de la Chine dans ce que les Chinois appellent la mer de Chine méridionale. De toute façon, c'est pas compliqué. Ça va déjà vous donner le ton de ce qu'est la stratégie de puissance de la Chine. Dès qu'il y a une mer qui borde la Chine, ça s'appelle mer de Chine. Donc, soit c'est mer de Chine méridionale, et vous avez la mer qui va du sud de la Chine jusqu'à l'Indonésie, et ils considèrent que ça fait partie de leur espace maritime historique, soit ça touche la côte orientale de la Chine, et ils appellent ça mer de Chine orientale, point final. Alors évidemment, les gens d'en face, ils appellent ça mer du Japon, et les gens qui se trouvent au sud, ils appellent ça mer d'Orient, et en particulier les Vietnamiens. Il faut savoir quand même qu'en 88, il y a eu 70 morts dans une bataille navale, une vraie bataille navale, entre la marine vietnamienne et la marine chinoise. Et là, que s'est-il passé? Eh bien, c'est un acte qui, il y a à peu près 2 siècles, aurait été un acte de guerre. C'est tout simplement un navire de la marine américaine qui a franchi les eaux territoriales dans la limite des 12 000 marins, c'est-à-dire quelque chose qui est très proche, on est bien dans ce que l'on appelle les eaux territoriales, pour bien montrer aux Chinois que les prétentions qu'ils exerçaient sur cet îlot, qui est un petit bout qui doit faire à peu près la surface de 2 terrains de football, et encore, je ne suis pas sûr, qui est en plus un îlot artificiel, étaient totalement infondées. Tout simplement parce que la Chine appuie ses prétentions en mer de Chine méridionale sur la possession et sur l'aménagement de ces îlots, qu'ils sortent de la mer d'ailleurs en faisant des constructions dessus, puisque le droit maritime international prévoit que les eaux territoriales se définissent à partir d'un point immergé en permanence. C'est-à-dire que le moindre caillou, dès lors qu'il est en permanence au-dessus de la mer, permet de justifier une revendication maritime territoriale, cette fois-ci pas sur la zone des eaux territoriales des 12 000 marins, mais sur la zone économique exclusive, c'est-à-dire celle des 200 000 marins, dans une mer où l'on présume qu'il y a de nombreux gisements d'hydrocarbures et de gaz. Et donc vous voyez que ça, le ton est déjà donné. La Chine installe en mer de Chine méridionale, mais également en mer de Chine orientale, des établissements à vocation militaire pour fonder sa revendication sur des eaux dont elle considère qu'elles lui appartiennent de temps immémorial, parce qu'il y a probablement 7, 8, 9, 10 siècles, des pêcheurs chinois faisaient griller quelques sardines sur la plage de ces îlots qui sont toujours pour l'instant inhabités, sauf effectivement aujourd'hui par des garnisons militaires. Donc la Chine est proche de nous, et vous le voyez, ça s'est passé avant-hier. La dépêche de l'AFP, elle est d'avant-hier, enfin elle a été donnée hier. Alors la Chine aujourd'hui, elle est présente évidemment dans tout ce qui nous entoure. Elle est présente dans ses produits manufacturés qui sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Les rythmes de sa croissance économique influencent le prix de nos matières premières.
celle que nous consommons. Nous sommes dans une certaine mesure gagnants aujourd'hui du ralentissement, je vous en parlerai tout à l'heure, de la croissance chinoise, parce que si le prix du plein baisse, c'est en partie parce que la Chine consomme moins de pétrole en ce moment. Ça va repartir, ne vous inquiétez pas. La Chine influence aussi le prix de notre alimentation. Il faut savoir que, par exemple, pour un produit aussi banal que la pomme de terre, entre 2010 et 2012, lorsque la population chinoise des villes du littoral, c'est-à-dire en gros 350 millions d'habitants, ceux qui accèdent à un mode de consommation plutôt occidentalisé, lorsque cette population chinoise des villes du littoral a découvert le cornet de frites, eh bien c'est simple, le cours mondial de la pomme de terre a doublé, tout simplement. Lorsque les 700 millions de Chinois qui consommaient ce que l'on appelait à l'époque maoïste le bol de riz en fer, se retrouvent à 1,370 milliard à mettre une aile de poulet dans leur assiette, ça devient un problème qui a des conséquences planétaires à l'échelle mondiale, qui a des conséquences planétaires sur le prix de l'alimentation, sur le prix du soja, et partant sur le prix de l'alimentation que nous-mêmes nous consommons. Les exemples sont nombreux. Il suffit de penser à cette crise boursière qui a eu lieu cet été à Shanghai, en août dernier, pour constater que le changement de perspective géopolitique et géoéconomique que nous connaissons. Nous disions il n'y a pas si longtemps, lorsque Wall Street s'enrhume, Paris prend la grippe, eh bien cet été, c'est la bourse de Shanghai qui a toussé, et ce sont les bourses mondiales qui ont attrapé la grippe, ce qu'on appelait à l'époque la grippe asiatique. Et donc ça donne une idée, là aussi c'est la une du Monde du 20 octobre 2015, c'est évidemment ça date d'il y a 8 jours, la croissance chinoise ralentit, l'économie mondiale souffre. Donc clairement, la Chine joue un rôle majeur dans l'évolution de notre économie et elle pèse dans une certaine mesure sur l'évolution de nos sociétés, on verra de quelle manière. Alors voilà quelques éléments sur la croissance chinoise. On voit qu'aujourd'hui elle ralentit, donc peut-être que les Chinois ont fini, comme on dit, de manger leur pain blanc. Encore un exemple, voilà les conséquences en partie du ralentissement de l'économie chinoise sur les cours du pétrole. Et vous voyez que, bon là actuellement c'est remonté au-dessus de 50 $, à quelques dixièmes près. Et pour vous donner encore un exemple, là c'est peut-être un clin d'œil, ça fait partie des petites nuisances que nous subissons, l'impact du ralentissement de l'économie chinoise sur le cours du cuivre. C'est ce que vous avez sur la deuxième diapositive, qui était monté à plus de 8 000 $ la tonne. Du coup, ça a expliqué pourquoi on avait bien des problèmes de retard de train avec la SNCF à cause des vols de cuivre sur les voies ferrées. Et je me suis laissé dire par les services de la SNCF, il m'arrive de prendre souvent le train, que ce genre de nuisance avait baissé simplement parce que le cours du cuivre à la revente avait baissé. Alors, au-delà de l'écume de l'actualité, je vais essayer de faire comprendre l'évolution de la puissance chinoise, pas simplement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine de la politique internationale et dans le domaine militaire. Je dirais que ce qui se passe en Chine, c'est, dans un premier temps, la correction d'une anomalie. Je vais revenir dessus. Je vais vous montrer que la domination de la Chine par le monde occidental pendant, en gros, un siècle, on va dire à partir de 1830 jusqu'en 1950, c'est une anomalie historique. Une anomalie historique qui a été en partie corrigée par ce que j'appelle la parenthèse communiste. Le communisme chinois ayant quand même quelques spécificités. Et enfin, ce que j'appelle l'empire est de retour. Je ne dirais pas l'empire contre-attaque, je sais bien que le prochain opus de la guerre des étoiles va bientôt sortir, mais peut-être que je pourrais utiliser cette formule. Alors, l'anomalie de l'histoire, vous l'avez déjà ici. Elle commence par ce que les Chinois appellent dans leur livre d'histoire, et croyez-moi, les Chinois sont extrêmement attentifs à leur programme d'histoire. Nous aussi, enfin en tout cas les clionotes, on y est aussi très attentifs, mais ça on pourra éventuellement en parler. Il faut savoir que la première humiliation que les Chinois ont subie, c'est celle de ce que l'Occident leur a imposé avec les traités inégaux. Ces traités inégaux, ils sont le résultat, et ça s'appelle comme ça dans les livres d'histoire chinois,
Ils sont le résultat de la première guerre de l'opium. Alors je ne vais pas raconter ces deux guerres de l'opium, il y en a eu deux successives, dans lesquelles les Britanniques ont été, j'allais dire, les catalyseurs, mais la France aussi a été partie prenante. La guerre de l'opium, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler sans savoir vraiment de quoi il s'agissait. On y fait référence dans Tintin et le Lotus Bleu, s'il y a des tintinophiles parmi vous. Mais cette guerre de l'opium, elle est liée au fait que l'Empire britannique cultivait du pavot à opium dans le nord de la Birmanie, dans cette zone que l'on a connue après sous le nom de Triangle d'Or, et que l'Empire britannique voulait vendre librement ce stupéfiant que les autorités chinoises dont les autorités chinoises cherchaient à limiter la consommation. Et c'est le point de départ de ces guerres de l'opium. Il a suffi que l'administration de la ville de Guangzhou, c'est-à-dire la ville de Canton, arraisonne, confisque des entrepôts, arraisonne des navires britanniques ou des navires chinois qui travaillaient sous licence britannique, pour qu'il y ait immédiatement 2 interventions militaires consécutives et qui imposent, après évidemment la victoire assez facile des Occidentaux sur une armée impériale qui était déjà en état de décomposition, imposent ce que les Chinois appellent, et pour eux ça a été une humiliation, les traités inégaux. La Chine est évidemment, c'est le début de cette opération de partage du gâteau, où vous voyez aussi bien le tsar Nicolas II que la reine Victoria, que Marianne, que le Mikado et l'empereur Guillaume II avec son casque à pointe, en train évidemment de se partager le gâteau chinois. La Chine a connu aussi pendant cette période des convulsions extrêmement violentes. Et si je fais un petit retour en arrière sur ces convulsions, notamment la révolte des Taiping entre 1850 et 1864, ou l'insurrection des Mian, à la même époque, à peu près sur les mêmes créneaux, c'est tout simplement pour montrer à quel point les dirigeants chinois actuels sont toujours extrêmement sensibles à l'état d'esprit de leur population. Surtout que la population chinoise n'est plus la population paysanne, elle l'est en partie largement, mais aujourd'hui, peut-être on ne le sait pas encore, on imagine encore les Chinois comme une masse de paysans sur leur rizière, c'est plus tout à fait le cas. C'est à peu près 50-50 entre population urbaine et population rurale. C'est 300 millions d'internautes qui sont directement connectés sur Internet, comme vous et moi. Alors certes, ils ne peuvent pas passer par tous les filtres. C'est sûr que le moteur de recherche Google, s'ils font une recherche sur Tibet, vous allez être coincé si vous utilisez Internet à Pékin. Ça, c'est sûr. Et on pourrait éventuellement vous dire pourquoi. Mais les dirigeants chinois sont extrêmement attentifs à l'état de leur opinion publique. Et ils craignent qu'à tout moment, des révoltes qui soient des révoltes à la fois modernistes, ce qui a été le cas de la révolte de Taiping, ou des révoltes traditionnalistes, y compris des révoltes sur fond de revendications religieuses, notamment pour les Ouïghours, qui sont des peuples turcs musulmans, dans l'extrême ouest du pays. Ils craignent qu'à tout moment, effectivement, cet ensemble composite que représente la Chine, c'est un pays de 9 millions de kilomètres carrés, c'est plus grand que les États-Unis, avec effectivement une domination ethnique de la population Han, c'est-à-dire la majorité de la population chinoise, dans une proportion de 94%, mais les 6% restants sur 1,370 milliard d'habitants, ça fait quand même pas mal de monde, et ça fait surtout un territoire extrêmement étendu. D'ailleurs, la cartographie du Tibet est une cartographie à géométrie variable, mais là, je ne pourrais pas parler du problème tibétain, le temps nous aurait manqué, ça ferait l'objet d'une autre rencontre et d'un autre sujet. Alors, clairement, la Chine connaît cette éruption de l'étranger, elle connaît une tentative de modernisation à l'occidental qui échoue, et au tout début du siècle, 1900, c'est assez facile à retenir, pas tout à fait le XXe siècle, puisque le XXe siècle commence en 1901, comme tout le monde le sait, même si c'est parfois compliqué à expliquer. La révolte des Boxers, que l'on connaît, on y fait aussi référence dans Tintin et le Lotus Bleu, c'est le mouvement des Yehuetuan, milice de justice et de concorde, c'est la dernière révolte qui est menée en Chine au nom
de la tradition. Au nom de la tradition confucéenne, il semblerait qu'elle ait été plus ou moins soutenue en sous-main par l'impératrice Ceuxi, qui était l'impératrice régnante, du petit empereur qui venait de naître, le dernier empereur, je vous fais référence au film de Bertolucci, qui s'appelait Puyi, et qui a été, pendant une période assez brève, celle de l'occupation japonaise, empereur du Mandchoukuo. Mais je vous renvoie au film de Bertolucci, qui, à mon avis, fait partie des grands films cultes qu'il faut avoir vus. Je le dis notamment pour les plus jeunes qui sont parmi nous. Je pense que les plus anciens ont vu ce film quand il était sorti. Alors, cette irruption de l'étranger, elle se heurte à ces milieux conservateurs. Vous connaissez peut-être cet épisode de la révolte des boxers que l'on a connu dans le cinéma hollywoodien avec Charlton Heston sous le nom de 55 jours de Pékin. Mais cette révolte des boxers, alors on les appelait boxers simplement parce qu'ils avaient repris une boxe sacrée qui était un art martial que l'on a ensuite popularisé dans le cinéma de Hong Kong sous le nom de Kung Fu. Bon, voilà, c'est l'origine de ce point. Et c'est cette révolte des boxers, réaction au nom de la tradition, qui suscite chez les intellectuels chinois, dont beaucoup ont été formés dans les universités américaines et dans les universités occidentales, une infime minorité, cette réaction moderniste qui aboutit à ce qu'on appelle le Tongmenghui, c'est-à-dire la République chinoise du docteur Sun Yat-sen, qui est proclamée en 1911. L'empereur Puyi est destitué, il est simplement assigné à résidence dans le palais, dans la cité interdite, mais la Chine rentre dans la modernité, elle rentre dans la modernité politique. Dans la modernité économique, elle y était déjà rentrée du fait de l'intervention des Occidentaux, qui, par le système des concessions, avaient contribué au développement industriel de la Chine, notamment dans la partie sud, le delta de la rivière des Perles avec Canton, et dans la partie nord, enfin dans la partie de la Chine centrale orientale, c'est-à-dire autour de Shanghai avec les établissements industriels. Et l'ensemble des grands pays industrialisés, des grands pays occidentaux, ainsi que le Japon, avaient bien entendu déjà ouvert des perspectives sur cet immense marché chinois. La Chine rentre dans la modernité, elle rentre aussi en 1917 dans la guerre de 14-18. Elle est partie prenante de la guerre de 14-18 aux côtés des Alliés. Elle y rentre la même année que les États-Unis, en 1917. Et elle y rentre pourquoi? Parce qu'elle entend récupérer, il y a déjà ce projet national, il y a déjà ce projet de reconstitution de l'unité nationale, et donc de remettre en cause le gâteau qui a été découpé par ce que les Chinois appellent les diables étrangers. C'était comme ça que les boxers appelaient les Occidentaux quand de temps en temps ils massacraient quelques missionnaires. Bon, ça forcément, ça faisait aussi partie du jeu, si l'on peut dire. Mais cette volonté de récupérer les possessions allemandes au nord de la Chine, puisque l'Allemagne perdant la guerre, elle devrait perdre ses concessions. Et c'est là d'ailleurs que les intellectuels chinois formés à l'occidental, qui avaient mis beaucoup d'espoir dans les 14 points du président Wilson, qui parlait de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ont subi une certaine douche froide, lorsque, ma foi, la conférence de Versailles, celle qui règle le sort de l'Allemagne, les réparations, enfin toutes ces petites choses-là, eh bien on s'aperçoit que la colonie allemande du Laodong, c'est-à-dire la partie nord de la Chine, eh bien non, ça ne sera pas pour les Chinois, ça sera pour les Japonais. Évidemment, les Chinois ne sont pas contents, et ça donne ce mouvement qui est un événement fondateur de la Chine contemporaine, c'est le mouvement du 4 mai 1919. Oh, c'est pas grand-chose, c'est 3000 bonhommes qui manifestent sur la place Tiananmen. C'est rien du tout. Mais ça a été un événement fondateur. Parce que ça a été, pour la première fois, au nom de la modernité à l'occidental et au nom des principes que les Occidentaux projetaient eux-mêmes, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça a été effectivement l'affirmation que non, la Chine devait rester unie et devait rentrer dans la modernité. Et les pères fondateurs de la Chine, y compris de la Chine communiste, mais y compris de la Chine nationaliste, ont été sur cette place Tiananmen, que ce soit Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Chiang Kai-shek, c'est-à-dire Chiang Kai-shek, et quelques autres. Donc, prendre du recul sur l'histoire de la Chine
Alors je passerai sur cet épisode, évidemment sur les épisodes qui suivent, c'est-à-dire la période où on doit lutter contre les seigneurs de la guerre qui voulaient diviser la Chine. C'était en fait les chefs militaires, les anciens généraux recyclés de l'armée impériale chinoise qui se constituaient des principautés, et il y a eu cette alliance entre le nouveau parti communiste chinois et le parti nationaliste dirigé par le gendre du docteur Sun Yat-sen, c'est-à-dire Chiang Kai-shek, qui vont mener cette lutte contre les seigneurs de la guerre unis entre 1919 et 1927. Et puis en 1927, il y a la rupture entre les nationalistes et les communistes chinois, qui se traduit par les massacres de Shanghai. Là, ce sont les communistes qui se font massacrer par les nationalistes. La période de la longue marche qui permet à Mao Tse-tung de se réfugier dans le nord de la Chine et de constituer la première base communiste, la République soviétique de Chine, dans le Yunnan. Les ennemis irréconciliables sont obligés de se réconcilier à partir du 7 juillet 1937, lorsque le Japon envahit la Chine, et à ce moment-là, il y a une espèce d'union nationale. Les nationalistes chinois reçoivent le soutien des États-Unis, tandis que les communistes chinois reçoivent un soutien assez timide d'ailleurs de la part des soviétiques. Ça aussi, les dirigeants chinois ne l'oublieront pas. Et ils n'oublieront pas non plus qu'ils ont été contraints en 1927 par l'internationale communiste de s'unir dans le cadre d'une union nationale, d'une espèce de front populaire avant la lettre, avec ceux qui allaient les massacrer quelques semaines plus tard, lors des massacres de Shanghai de 1927. Alors, dans cette longue histoire de la Chine, vous voyez que j'ai essayé d'aller très vite, mais simplement pour poser les bases de ce qui est aujourd'hui, finalement, le cadre intellectuel de réflexion des dirigeants chinois. Parce que tout ce que je vous dis là, il faut bien avoir conscience que l'immense majorité des Chinois qui ont une éducation, et c'est quand même de plus en plus, ça fait quand même de plus en plus de monde, ça fait quand même, on va dire, les 2/3 de la population chinoise qui a une culture historique minimum, c'est pas anodin, ça reste dans les consciences. Et ça sert de cadre aussi de réflexion intellectuelle aux dirigeants chinois actuels, que l'on appelle, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, les princes rouges. La période communiste, je vais dire que c'est une parenthèse qui dure de 1949 à 1978. Quand je dis la période communiste, je devrais dire plutôt la période maoïste, même si Mao Tse-tung disparaît en 1967. Je vais la résumer en finalement quelques points. L'Union soviétique n'a jamais considéré la victoire du communisme en Chine comme une priorité. Et entre 1946 et 1949, lorsque les deux adversaires s'opposent, Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek et Mao Zedong s'opposent, c'est Mao Zedong qui sort vainqueur et qui proclame la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, lorsque les communistes chinois sont en guerre contre les nationalistes, qui sont, eux, soutenus clairement par les États-Unis, entre 1945 et 1946, les États-Unis, et c'était notamment le général Marshall, celui du plan Marshall, que vous connaissez forcément, qui avait essayé de faire une espèce de gouvernement d'union nationale dans lequel on essaierait de trouver un accord entre nationalistes et communistes, ce qui était littéralement impossible. Pour les communistes chinois, l'enjeu, à partir de leur base du Nord, était de s'emparer du pouvoir sur la totalité de la Chine, et c'est ce qui se termine en 1949, lorsqu'effectivement les débris de l'armée nationaliste se réfugient à Taïwan. On verra que ça aura là aussi une grande importance dans la construction de la réflexion des dirigeants chinois. Alors, on va dire que de 1949 à 1955, bon gré mal gré, il y a une amitié sino-soviétique. C'est concrétisé, j'ai trouvé un timbre pour illustrer ce propos. Cette espèce, bon, finalement, les Chinois se mettent à l'école soviétique, y compris d'ailleurs en faisant les mêmes erreurs que les soviétiques, c'est-à-dire les combinats industriels géants qui produisent beaucoup, mais la qualité est déplorable, une grande collectivisation agraire où on veut constituer des kolkhozes et des sovkhozes à la chinoise. On ne peut pas dire que pour un pays de ce type-là, les résultats aient été très brillants, et on peut dire qu'à partir de 1955, les historiens spécialistes de la question appellent ça
il y a une période de contestation qu'on appelle la période des 100 fleurs, que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent, lorsqu'effectivement les intellectuels chinois commencent à revendiquer et à dire que finalement le modèle soviétique n'est pas bon. C'est aussi la période de rupture idéologique entre les deux pays communistes, parce que après la mort de Staline, lorsque Khrouchtchev entame la déstalinisation, et notamment la critique du culte de la personnalité, Mao Tse-tung a bien conscience que le culte de la personnalité, ça le concerne aussi, et qu'il n'a pas envie que Khrouchtchev ne lance des choses qui pourraient remettre en cause son autorité sur le pays et sur le parti. On pourrait dire d'ailleurs sur le parti, et pour reprendre d'ailleurs une citation de Mao, le parti commande au fusil sur l'armée chinoise et aussi évidemment sur le pays. Et donc, on peut dire que la conférence de Bandung de 1955, qui marque le début de ce qu'on appelle l'émergence du tiers-monde et du tiers-mondisme, c'est-à-dire cette revendication que les 2/3 de l'humanité connaissent un problème de sous-développement et que ce sous-développement est lié à la domination des pays du Nord. La formule est d'Alfred Sauvy dans France Observateur en 1951. C'est lui qui lance l'expression tiers-monde comme équivalent de ce qu'on appelle le tiers-État. Qu'est-ce que le tiers-État? Rien. Que veut-il être? Tout, pour reprendre là aussi la formule de l'abbé Sieyès à la veille de la Révolution française. L'affirmation du tiers-mondisme à la chinoise montre bien qu'il y a des divergences et des désaccords qui vont aller en se creusant jusqu'à la rupture entre la Chine et l'Union soviétique, la Chine cherchant à défendre son modèle de développement autocentré et son modèle de refus également de la coexistence pacifique avec le bloc occidental tel que le préconisait Khrouchtchev à cette époque. Et cela va d'ailleurs de la rupture en 1960 à un affrontement armé entre les deux pays communistes en 1969, ce qu'on a appelé la guerre de l'Ussuri, qui se termine par un accord. Alors il y a eu des duels d'artillerie, il y a eu une petite centaine de morts, ça a été un duel d'artillerie qui s'est déroulé à propos d'une petite île qui se trouvait, l'île d'Amansky, qui se trouvait dans cette zone de séparation, qui était une zone frontalière, et il faut savoir que les Chinois ont attendu que l'Union soviétique disparaisse pour que le président Boris Eltsine restitue l'île Tsenbao ou Chenbao à la Chine en 1991. Mais les deux pays communistes ont été au bord de la guerre nucléaire à cause de cette querelle à propos d'une île qui doit faire à peu près une petite dizaine d'hectares, qui se trouve sur un fleuve qui s'appelle l'Ussuri, comme vous le voyez. Alors la réconciliation sino-soviétique, elle s'est opérée au final en 1989, à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique, au moment où avaient lieu les événements de la place Tiananmen en 1989. Au moment où avaient lieu ces événements, Mikhaïl Gorbatchev signait le nouveau traité d'amitié entre l'Union soviétique et la Chine, traité d'amitié qui n'a pas été remis en cause par les dirigeants qui ont succédé à Mikhaïl Gorbatchev, mais plus à la tête de l'Union soviétique, mais à la tête de la Russie, c'est-à-dire Boris Eltsine jusqu'en 2000, et puis ensuite Vladimir Poutine jusqu'à aujourd'hui, même s'il a fait une petite parenthèse comme Premier ministre, mais bon, je crois que ça ne trompe personne ici. Pourquoi je reviens sur cet épisode de la guerre de l'Ussuri et je vous amène jusqu'à aujourd'hui? C'est tout simplement parce que la Chine, elle a toujours une revendication territoriale en réserve quelque part. Toujours. Que ce soit sur ses frontières terrestres, même si pour ses frontières terrestres, la situation a été apaisée. Mais aujourd'hui, pour ses frontières maritimes, la Chine n'a pas l'intention de lâcher quoi que ce soit. Et elle le montre, ne serait-ce que par le développement exponentiel, je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure, de son budget militaire. Elle le montre aussi par les affirmations. Elle a récupéré Hong Kong le 1er juillet 1997, je pense que vous le saviez, mais elle le montre en faisant voter une loi qui a valeur constitutionnelle pour les Chinois, qui est la loi anti-indépendance de Taïwan. Et si vous lisez bien, je pense que la résolution du vidéoprojecteur le permet, on y est bien arrivé finalement, Patrick, on y a beaucoup travaillé, la résolution en tout cas vous permet de lire ce texte. Vous voyez bien quand même que derrière les précautions de langage sur les possibilités de réunification pacifique qui seraient complètement anéanties, l'État, sous-entendu l'État chinois, aura recours aux moyens non pacifiques et autres moyens nécessaires pour protéger la souveraineté nationale et
et l'intégrité territoriale de la Chine. Alors, petite parenthèse sur le statut de Taïwan. Taïwan a été considérée jusqu'en 1971 comme la Chine, c'était d'ailleurs elle qui occupait le siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, les dirigeants américains se sont quand même rendus compte, bien après le général de Gaulle qui a reconnu diplomatiquement la Chine communiste dès 1964, et qui a d'ailleurs influencé, Richard Nixon en parlait lui-même dans ses mémoires, qui a d'ailleurs influencé les États-Unis à ce propos. Nixon était un grand admirateur du général de Gaulle, et le général de Gaulle disait, de toute façon, vous avez tout intérêt à reconnaître la Chine aujourd'hui, alors qu'elle est faible, plutôt que d'être obligé de le faire quand vous ne pourrez pas faire autrement. Voilà en gros la pensée du général de Gaulle, et qui explique pourquoi la France a été le premier pays du bloc occidental à reconnaître diplomatiquement la Chine populaire comme la Chine, alors qu'il y avait quand même une absurdité. Vous aviez une Chine de 700 millions de Chinois qui n'existait pas au niveau international, qui n'était reconnue que par le bloc soviétique, alors que vous aviez à côté une île où il y avait à ce moment-là une quinzaine de millions d'habitants, qui représentait la Chine en tant que telle, et dont la survie était évidemment, et est toujours aujourd'hui, étroitement dépendante du soutien que les États-Unis lui apportent avec toutes les politiques de lobby. Alors la Chine aujourd'hui, elle est confrontée depuis la chute. Alors on voit bien d'ailleurs comment les Chinois font clairement comprendre, là par contre la résolution n'est pas très bonne, mais les Chinois font clairement comprendre à la province rebelle, c'est comme ça qu'ils appellent le Taïwan, qu'ils sont prêts à tout moment à l'anéantir par un déploiement évidemment de forces tout à fait considérable qui ne cesse de se renforcer et de se moderniser. J'y reviendrai encore une fois tout à l'heure. Alors la Chine aujourd'hui, depuis qu'elle a basculé, depuis l'arrivée, je vous l'ai montré tout à l'heure, depuis l'arrivée de Deng Xiaoping aux affaires en 1978, depuis le lancement du programme des 4 modernisations, la Chine a fait un choix, qui est celui de la croissance économique, et tout le monde connaît la formule de M. Deng Xiaoping, peu importe qu'un chat soit noir ou gris, l'essentiel c'est qu'il attrape les souris, qui était l'extrême opposé de la citation de Mao Tse-tung, et d'ailleurs les deux étaient des ennemis irréconciliables et irréductibles. D'ailleurs, Deng Xiaoping a été lui-même purgé pendant la Révolution culturelle. Il s'agissait quand même d'un des plus hauts dirigeants du Parti communiste chinois qui, pendant la Révolution culturelle, s'est retrouvé en train de faire la vaisselle dans une caserne de l'armée chinoise en Mongolie intérieure, dans le cadre de la Révolution culturelle. Bon, il s'en est bien tiré, d'autres s'en sont beaucoup moins bien tirés que lui, et d'autres ont eu beaucoup plus à souffrir que lui pendant la Révolution culturelle. Mais bon, Deng Xiaoping, qui avait été éliminé, qui était revenu, qui avait été éliminé, l'inoxydable M. Deng Xiaoping, s'opposait à Mao Tse-tung, pour qui l'idéologie était la priorité. Il disait d'ailleurs « rouge avant d'être expert ». Et évidemment, Deng Xiaoping, beaucoup plus pragmatique, peu importe qu'un chat soit noir ou gris, l'essentiel est qu'il attrape les souris. Alors aujourd'hui, on le voit, la Chine, c'est quoi? C'est cet énorme stock constitué par les réserves de change qui sont le résultat de notre consommation à tous. Les réserves de change, c'est le solde du commerce extérieur chinois. C'est comme cela qu'il se constitue. Dans une certaine mesure, nous sommes partie prenante du développement économique de la Chine. Quand on a fait de la Chine l'atelier du monde, il faut être clair, on a abandonné à la Chine, dans une certaine mesure, une partie de notre patrimoine et de notre savoir-faire industriel. Il faut aussi en avoir conscience. Mais pourrions-nous aujourd'hui nous en passer? Parce que d'un certain point de vue, les bas salaires des ouvriers chinois, bas salaires d'ailleurs qui ont tendance à beaucoup augmenter, à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui ce sont des entreprises chinoises qui délocalisent dans des pays voisins comme le Vietnam ou comme le Laos ou comme le Cambodge, parce que les salaires chinois commencent à devenir un peu trop chers. Les réserves de change de la Chine permettent à la Chine d'acheter régulièrement des bons du trésor libellés en dollars, mais ça, c'est aussi en train de changer, pour maintenir la valeur de la monnaie américaine et donc permettre à la Chine de bénéficier de l'avantage comparatif que constitue la faiblesse relative du yuan. Et ce qui s'est passé d'ailleurs cet été à la bourse de Shanghai, lorsque le gouvernement chinois a décidé de dévaluer
la monnaie chinoise, c'est-à-dire le yuan, c'était que ces réserves de change avaient tendance à faire du yuan une monnaie de réserve. Une monnaie de réserve qui avait tendance à voir sa valeur augmenter et qui rendait les exportations chinoises moins compétitives par rapport à ses concurrents. Donc là, les Chinois ne se sont pas cassés la tête, ils ont procédé à une dévaluation compétitive, comme on a pu le faire au moment du serpent monétaire européen avec certains pays comme l'Italie, par exemple. Alors quand même, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais on dit aujourd'hui que la croissance chinoise est au plus bas. Bon, un chiffre de 7,4% de croissance, ça ferait rêver certaines personnes, hein, on est bien d'accord. Là, on s'accroche à 1,1 de croissance en disant que c'est formidable. Alors, bien entendu, il faut différencier. Je ne vais pas faire un cours de macroéconomie, mais simplement, il faut savoir que, évidemment, un pays en développement a tendance à avoir un taux de croissance beaucoup plus élevé, parce que quand on part de rien et qu'on fait quelque chose, ça fait déjà 100%. Bon. Donc, il faut relativiser ce chiffre de croissance. Et aujourd'hui, quand on voit la baisse de la croissance chinoise, c'est qu'effectivement, cette baisse, elle est beaucoup plus brutale que pour nous. J'allais dire, le passage d'une croissance à 2 chiffres à une croissance à 7,5, là aussi, il faut d'ailleurs discuter de la valeur des chiffres qui sont fournis avec les outils statistiques dont on peut disposer sur un pays de 1,370 milliard d'habitants. Là aussi, hein, tout est plus compliqué en Chine, donc forcément. Donc, il n'empêche que la production, elle a quand même progressé en moyenne de près de 10% par an. La production industrielle a été multipliée par 7 en 30 ans. Le PIB continue d'augmenter, qu'on le veuille ou non, et vous avez en milliards de dollars, 2713 milliards de dollars, les prévisions, on est bien d'accord, ce sont des prévisions, je me projette déjà en 2017, vous me direz, je ne serai pas le seul, mais avec des ambitions peut-être plus modestes, en ce qui me concerne, nous sommes bien d'accord. Quoique. Non, c'est bon. Bon, c'est quelques clins d'œil à certains de mes élèves que je vois dans la salle. Qui voient pour moi un destin, bon, ma foi. Je ne sais pas, ils veulent peut-être de bonnes notes, hein, c'est peut-être possible. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que jamais, dans l'histoire économique d'un pays, c'est-à-dire en gros 78 c'était hier finalement, 78 c'était hier, jamais dans l'histoire économique d'un pays, c'est finalement une génération 78, c'est pas grand-chose, un peu plus d'une génération. Un pays n'a connu une croissance aussi forte pendant une période aussi longue. Jamais un pays n'a vu le niveau de vie de sa population augmenter de façon aussi rapide. Le niveau de vie moyen des Chinois, il a été multiplié par 2,7 en 30 ans. Donc là, c'est tout à fait considérable. Mais en même temps, malgré ces milliardaires, malgré ces villes champignons, il y a aussi une bulle immobilière spéculative qui va bientôt, enfin qui a commencé déjà à exploser en Chine. Il y a des villes fantômes qui sont toutes neuves, mais où il n'y a personne. Malgré cela, la Chine, c'est un pays riche, c'est vrai. C'est un pays dont on a même pu dire qu'en parité de pouvoir d'achat, selon les indicateurs économiques, il avait dépassé l'année dernière les États-Unis. Je crois qu'il faut relativiser ce type de chiffres. C'est un pays riche, peuplé de pauvres, un pays jeune, mais à la population vieillissante, et avec une bombe démographique, posant d'ailleurs à la Chine un problème social en matière de traitement de leurs personnes âgées, beaucoup plus important que celui que nous aurions, nous, à connaître. Et puis, quand on parle de la natalité chinoise, il faut savoir aujourd'hui que les Françaises ont un taux de natalité moyen plus élevé que celui des Chinoises. Nous sommes à 2,1 enfants par femme en âge de procréer, ce qu'on appelle l'indice synthétique de fécondité. Les Chinoises sont en dessous de 1,6. Et là, il n'y a pas de renouvellement des générations. C'est le résultat de l'élévation du niveau de vie et aussi de la politique de l'enfant unique. Les dirigeants chinois en ont eu conscience, ils l'ont remise en cause l'année dernière. Pour l'instant, c'est encore balbutiant, mais quand je vous montrerai la pyramide des âges, vous allez voir que le problème de retraite que la France se pose aujourd'hui, la Chine à côté, c'est une bombe atomique au sens propre du terme. Elle est numéro 2 derrière les États-Unis pour son produit intérieur brut, mais par contre, elle se situe en fond de classement au 80e rang pour le produit intérieur brut par habitant. Forcément, le gâteau, il faut le partager entre 1,370 milliard d'habitants, et en parité de pouvoir d'achat au 87e rang mondial. Alors la Chine, elle cherche aujourd'hui à passer d'une croissance alimentée. Alors la Chine, effectivement, on voit bien que le poids qu'elle représente dans l'économie mondiale, c'est pratiquement 20%,
ça correspond à la partie qui est vert kaki ici, on est passé de 13%, et là nous sommes en 2012, et les estimations mettent la Chine à près de 20%, 18,6, 19 pour 2017. Vous voyez que cela peut aller très vite. Alors cette évolution, elle touche l'Asie tout entière, donc passer d'une croissance alimentée par l'exportation, les produits que nous consommons, l'investissement, et la Chine continue à investir dans les centrales nucléaires, dans les équipements intérieurs, dans les liaisons ferroviaires, dans les liaisons aériennes, la copie aussi, la copie finalement de tous les produits que nous concevons en Occident et qui sont ensuite fabriqués en Chine, Apple avec l'usine Foxconn par exemple, où les salariés de Shanghai se suicidaient, enfin ça a fait pas mal parler à l'époque, c'était il y a 2 ans. Cette évolution, elle touche l'Asie tout entière de toute façon, elle touche également l'Inde. Il y a actuellement un forum économique entre l'Inde et l'Afrique, et en décembre prochain, j'en parlerai tout à l'heure, va s'ouvrir le 6e forum Chine-Afrique, et je vous montrerai l'impact de la pénétration économique chinoise dans les pays d'Afrique, et notamment des pays comme l'Afrique du Sud, mais également l'Algérie, où en Algérie on a carrément constitué des villes chinoises entières pour les grands chantiers, simplement parce que les entreprises de travaux publics chinois ne prennent que des ouvriers chinois pour travailler, ce qui commence à poser d'ailleurs quelques problèmes avec la population algérienne, dont quand même près de 40% de la population a moins de 25 ans, et plus des 2/3 de cette population de moins de 25 ans se trouve au chômage. Ça commence à poser quelques problèmes de cohabitation entre la population algérienne et la population chinoise. Enfin bon, on y reviendra là aussi. La Chine reste un pays communiste, paradoxalement. Elle reste un pays basé sur le monopole du parti sur l'ensemble des secteurs de la vie économique, politique et sociale, et en même temps, c'est le pays de l'hypercapitalisme, et du capitalisme le plus dur, le plus sauvage, celui dans lequel, effectivement, la personne humaine, l'ouvrier, le prolétaire, dont le parti est censé être le représentant, ne vaut rien, ou en tout cas pas grand-chose. Alors la Chine, elle va devoir faire une double révolution. Et les dirigeants chinois sont en train de s'y atteler. Parce qu'une fois de plus, on peut les trouver épouvantables, on peut trouver qu'ils ne sont pas respectueux des droits de l'homme, on peut leur reprocher leur politique au Tibet, etc. Mais on ne pourra pas leur reprocher leur absence de lucidité et de pragmatisme. Ça, jamais. Les dirigeants chinois ont parfaitement conscience qu'ils vont devoir faire une double révolution. D'abord, une révolution socialiste, paradoxalement. C'est-à-dire faire finalement ce que nous avons été capables de faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec finalement les grandes réformes de société, comme la sécurité sociale, comme la mise en place de ce qu'on a appelé, à cette époque-là, pendant la période des Trente Glorieuses, l'État-providence. Le développement de réels contre-pouvoirs. Parce que les dirigeants chinois en ont besoin. Mais ces contre-pouvoirs ne doivent pas franchir la ligne rouge, ou la ligne verte, ou la ligne jaune, comme vous voudrez, qui est celle, évidemment, de la remise en cause du monopole de parti du monopole du parti. Pour ça que c'est... Et d'ailleurs, le parti est un outil d'intégration. Le discours des dirigeants chinois et des dirigeants communistes chinois, c'est « enrichissez-vous ». C'est un peu le discours de Guizot au moment de la Restauration. « Enrichissez-vous », c'était ce qu'il disait au patron de l'industrie, de la proto-industrie française. « Enrichissez-vous, développez-vous ». C'est ça le discours que tiennent aujourd'hui les dirigeants chinois. Et d'un certain point de vue, la plupart des milliardaires chinois, j'entends bien, sont membres du Parti communiste chinois, évidemment, puisque c'est l'outil d'intégration, pas d'intégration sociale, bien entendu, c'est pas l'ascenseur social, c'est l'outil d'intégration dans le cercle dirigeant, avec tous les réseaux qui se constituent, réseaux qu'on est actuellement en train de nettoyer, parce que certains avaient quand même pas mal dérapé au niveau de la corruption, ce qu'on appelle la lutte contre les mouches et les tigres. J'adore le vocabulaire politique chinois, il est très imagé. Là aussi, Xi Jinping, l'actuel président, est un spécialiste de la question. La Chine, elle doit donc faire cette révolution socialiste. Elle doit aussi résoudre un sacré problème démographique. Parce que, voilà, quand on regarde bien sur la pyramide des âges, voilà ce que sera la Chine en 2050.
C'est-à-dire que cette espèce d'énorme masse-là, de personnes âgées, qui ont plus de 60 ans, quand on la met en classe d'âge en millions, on est sur 300, 400 millions de personnes âgées, d'inactifs, avec des actifs qui, en raison de la politique de l'enfant unique, dont les effets commencent à se sentir ici, vous voyez, vous avez la rupture ici, sont évidemment moins nombreux. À tel point d'ailleurs qu'il existe même un déséquilibre de la sexe ratio, ce qu'on appelle la répartition entre les sexes en Chine, puisqu'avec les progrès de la médecine, l'échographie permet de faire ce que l'on appelle, même si c'est interdit, mais bon, on sait bien qu'on peut régler ça avec une liasse de billets, de pratiquer ce qu'on appelle les avortements sélectifs, avec un décalage important, et concrètement, quand j'étais au Vietnam, je l'ai vu, il y a au nord du Vietnam, je pensais que c'était au départ des établissements de prostitution, pas du tout, c'est des agences matrimoniales où des marieuses vietnamiennes proposent à des jeunes Chinois qui viennent accompagnés de papa et maman, hein, c'est vraiment l'enfant roi, qui viennent avec papa et maman, qui vont acheter une épouse vietnamienne, une bonne épouse, à leur fils unique et aîné, c'est le garçon, l'enfant roi, celui qui, dans la logique chinoise, va devoir perpétuer la tradition familiale. C'était assez curieux, parce que bon, c'était pas exactement voilà. Je me suis senti un petit peu mal à l'aise. La fécondité, elle a connu une baisse spectaculaire en Chine, et la politique de l'enfant unique, elle a tellement, dans une certaine mesure, généré des effets pervers, que dans certaines parties de la Chine, notamment sur les villes qui sont les villes ateliers, les villes du delta de la rivière des Perles, donc tout ce qu'il y a autour de Canton, et ensuite la zone autour de Shanghai et de Pudong, on a effectivement, dans une certaine mesure, un déficit de main-d'œuvre. Alors, évidemment, on fait venir encore ce qu'on appelle les migongs, c'est-à-dire les migrants de l'intérieur en masse, mais au bout d'un moment, la question se pose de savoir comment ces gens-là, avec leur faible salaire, vont pouvoir assumer et prendre en charge leurs parents devenus âgés, dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle qui caractérise la famille asiatique dans la tradition sino-confucéenne. La Chine sera dépassée d'ici 2030, on le sait, par l'Inde, qui atteindra les 1,380 milliard d'habitants en 2030. La Chine, en 2012, elle a vu pour la première fois sa population active baisser. Ça se pose donc le problème du financement des retraites, et puis j'y reviens aussi pour vous donner quand même quelques chiffres forts, que vous puissiez les retenir. 117 garçons pour 100 filles. Donc voilà, les 17, ils vont chercher une épouse au Vietnam, par exemple. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants chinois, encore une fois très pragmatiques, ont décidé d'assouplir cette politique. Désormais, les couples dont au moins l'un des membres est lui-même enfant unique pourront avoir 2 enfants. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de très graduel, parce qu'une fois de plus, quand on manie de tels chiffres, on parle de milliards, hein, là, en moins de 100 millions, je ne vous regarde plus. Quand on manie de tels chiffres pour une classe d'âge, il est évident que forcément, l'impact est considérable, et donc on essaie d'y aller doucement. Alors cette double révolution, elle se heurte à de nombreux obstacles. Révolution démographique, révolution sociale, elle se heurte à de nombreux obstacles, et des obstacles qui sont politiques. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants chinois conservent l'icône momifiée de Mao, qui est un peu la référence ultime. Un peu comme, dans une certaine mesure, Vladimir Poutine conserve encore les statues de Lénine, en reprenant d'ailleurs y compris l'hymne soviétique comme hymne national russe. Je pense qu'il y a aussi pas mal de similitudes dans ce domaine. La nouvelle équipe, il y a une nouvelle équipe qui s'est installée au pouvoir. C'est celle qui s'est installée au pouvoir avec Xi Jinping, je vous le montrerai tout à l'heure. Elle est issue finalement de ce qu'on appelle le groupe des immortels. Alors, le groupe des immortels, vous y trouvez, vous trouverez bien entendu mon document sur le site de la médiathèque, hein, il sera mis en ligne comme le précédent, mais vous y trouvez évidemment Deng Xiaoping, vous y trouvez Chen Yun, vous y trouvez la femme de Zhou Enlai, tous ces gens-là, qui sont morts aujourd'hui, et qu'on appelle les immortels, bon, c'est une façon de s'inscrire dans l'éternité, ce sont les grands anciens qui ont été finalement autour de Deng Xiaoping
les réformateurs de la Chine, ceux qui ont mis la Chine sur les rails de la modernité et de l'hypercapitalisme à partir de 1978 dans le programme des 4 modernisations. Alors évidemment, la génération qui suit, c'est celle-ci. Leurs enfants, ils sont là. Leurs enfants sont au pouvoir. C'est ceux que l'on appelle les princes rouges. Et le président Xi Jinping et son premier ministre Li Keqiang, qui mènent aujourd'hui une campagne terrible contre la corruption. Alors évidemment, ça a 2 avantages. D'abord, ça satisfait la population, qui est indignée devant l'enrichissement de certains cadres du parti, etc. Mais surtout, ça permet à un groupe d'éliminer ses adversaires. Bon, de toute façon, ils ont forcément quelque chose à se reprocher et ils ont tous des cadavres dans le placard. Après, la question est l'instrumentalisation que l'on peut en faire. Petit détail, tiens. Pour montrer d'ailleurs à quel point ce genre de pratique a des répercussions, y compris chez nous. Il faut savoir que depuis 2 ans, les ventes de Hermès, de Dior, ont baissé, et de Martell pour les cognacs de très haut de gamme, ont baissé en Chine, simplement parce que dans le cadre de la lutte contre les mouches et les tigres, alors les mouches, ce sont les petits cadres corrompus, et les tigres, ce sont les gros cadres corrompus. Voilà, hein, c'est pour ça qu'il y a les mouches et les tigres. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, on traque ces cadeaux somptuaires avec des bouteilles de cognac à 15 000 € ou des châteaux Lafite, parce qu'on utilise le terme de château Lafite parce que simplement c'est un signe qui en langue chinoise signifie prospérité et bonheur. Donc, quand on prononce château Lafite à la chinoise, ça signifie prospérité et bonheur. Donc on traque ce genre de choses et ça a eu des répercussions, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse des ventes de produits de luxe en Chine qui a été enregistrée par Hermès, par Dior, par Gucci et quelques autres marques. Il y en a qui ici qui les connaissent certainement mieux que moi. Par ailleurs, donc aujourd'hui, l'idée, c'est à la fois de satisfaire le peuple, donc vous voyez qu'on tient compte de l'opinion publique. Je vous dis, quand on a 300 millions de personnes sur les réseaux sociaux, forcément c'est quelque part une force politique, et en même temps, on élimine les adversaires du groupe dominant. Alors quelles sont aujourd'hui les priorités de la Chine dans sa stratégie de puissance? D'abord, c'est d'affirmer sa puissance dans son environnement régional. Et soyons clairs, ce que vous avez là, c'est la mer de Chine orientale, qui s'appelle évidemment mer du Japon, vue de ce point de vue-là, et le conflit aujourd'hui qui oppose les Chinois et les Japonais, il tourne autour des îlots qui s'appellent Senkaku, si vous êtes pour les Japonais, et Diaoyu, si vous êtes pour les Chinois, qui se trouvent dans cette zone où il y a un potentiel d'exploitation pétrolière, et bien entendu, les 2 pays font un saut de mauvaise foi. L'argument des Japonais, c'est l'argument géologique, en expliquant que ça se trouve dans la continuité de la croûte océanique qui passe par le sud du Japon, tandis que les Chinois considèrent que c'est dans la continuité de leur plateau continental. Au passage, d'ailleurs, une de ces îles était une île privée qui a été rachetée par un milliardaire japonais qui avait des liens avec la mairie de Tokyo. Et cela s'est traduit par un durcissement de la politique chinoise qui a imposé dans cette zone une zone d'exclusion aérienne, imposant à tout avion qui traversait cette zone militaire et civile de se faire identifier. Alors bien entendu, la réaction des États-Unis a été de multiplier les survols pour bien défier la volonté des Chinois, et ça nous ramène à ce que je vous ai montré tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire ces gesticulations militaires. Soyons clairs, les États-Unis ont redéployé, c'est une décision du président Obama, de redéployer l'essentiel de leur dispositif militaire, de le faire glisser du Moyen-Orient vers l'Asie orientale. On verra pourquoi. Revendication en mer de Chine orientale et revendication, j'allais démarrer là-dessus, en mer de Chine du Sud, où alors là, tout le monde revendique. Il n'y a pas clair. Alors, soyons clairs, les Chinois, eux, leur conception de la revendication, c'est simple. La ligne verte, pour les Chinois, c'est leurs eaux territoriales. Voilà. Ça, au moins, ils arrivent quand même jusque devant Brunei, hein, au moins, hein, au cas où on n'aurait pas compris. Bien entendu, alors, les Vietnamiens, évidemment, ne sont pas d'accord, et les Vietnamiens vont d'ailleurs utiliser un argument, je me le suis, on me l'a carrément dit, alors les Vietnamiens, ils appellent cette mer, mer d'Orient, les Vietnamiens, ils expliquent, attendez, excusez-nous,
cette mer, elle est à nous. Pourquoi? Parce que les îles qui étaient là, c'était des îles où l'armée française, pendant la colonisation, avait installé un établissement pénitentiaire sur les Paracels. Il devait y avoir 2-3 légionnaires qui avaient un peu picolé. Et donc, c'est au nom de cette continuité avec la puissance coloniale que nous revendiquons ces îles, etc. Et je vous dis, la gesticulation militaire est extrêmement forte, à tel point d'ailleurs que les dirigeants vietnamiens sont aujourd'hui en train d'entreprendre un rapprochement non seulement diplomatique, mais également militaire, avec les États-Unis. Bon, quand on sait ce qu'a été la guerre du Vietnam, quand même, ça laisse rêveur. Mais, soyons clairs, les dirigeants vietnamiens sont, de ce point de vue-là, extrêmement clairs. Tout sauf les Chinois. Et, bon, et dans une certaine mesure, de toute façon, si vous voulez, dès que vous êtes au Vietnam, dès qu'on vous parle d'un problème qui se passe, c'est la faute des Chinois. Bon, il faut être clair. Mais bon, leur histoire conflictuelle, il faut bien comprendre que pour les Vietnamiens, la présence française au Vietnam, c'est une petite parenthèse. Pour un Vietnamien, la guerre du Vietnam, c'est une petite parenthèse. Le problème principal entre la Chine et le Vietnam, ça a été 1000 ans, 10 siècles. Donc vous voyez, là on commence à parler de choses sérieuses. Alors les enjeux économiques et militaires, alors je vous rappelle simplement le principe du droit maritime international, les eaux territoriales, les 12 000 marins à partir d'un point immergé, au-delà, les eaux territoriales contiguës, 24 000 marins, là la navigation est libre mais identifiée, et notamment les sous-marins doivent être en immersion, doivent être à la surface, pardon, pas en immersion, doivent être à la surface pour être clairement identifiés. Et ensuite, la zone économique exclusive, celle qui permet aux pêcheurs, mais aussi les forages pétroliers et l'exploitation des richesses de l'océan. Alors, on voit bien que c'est extrêmement compliqué de définir cette zone. La Chine, ben, c'est simple, elle a défini de façon unilatérale sa zone économique exclusive, puisqu'elle considère que tous les points, tous les petits points que vous avez sur la carte, ce sont des points d'appui chinois. Donc, forcément, d'un récif à l'autre, de 200 000 marins en 200 000 marins, les revendications chinoises représentent très exactement 85,7% de la superficie totale de la mer de Chine méridionale. Depuis 2010, le gouvernement chinois accroît la présence de sa flotte dans l'archipel, et même lorsqu'il y a des récifs, on amène carrément des bateaux avec des matériaux de construction, du fer à béton, du ciment et tout ce qu'on peut imaginer, pour que le récif soit au-dessus du niveau de la mer, et donc pour pouvoir asseoir la revendication territoriale sur la ZEE, d'où, effectivement, ma foi, la marine américaine qui montre ses muscles et qui, pour l'instant, est quand même en position dominante dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler... Bon, on est en train de réinventer quelque part, excusez-moi, ce qu'on a appelé à un moment donné, et c'était d'ailleurs, ça s'est passé en Chine, justement, pendant les guerres de l'opium, la politique de la canonnière. C'est-à-dire le bateau occidental en fer qui, avec un canon léger, aujourd'hui, était capable de disperser les jonques qu'on lui mettait devant. Au passage, les perspectives de règlement de ce conflit sont encore bien vagues. Les Philippines ont ouvert une procédure auprès du tribunal international du droit de la mer pour traiter les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la convention de Montego Bay de 1982. C'est elle qui a défini ces différentes eaux territoriales et ces zones économiques exclusives. C'était à la Jamaïque. Les Philippines ont ouvert une procédure. Ceci dit, la Chine a fait savoir en 2014 qu'elle estimait que le tribunal d'arbitrage n'avait pas la juridiction nécessaire et qu'elle n'accepterait pas cet arbitrage. Et donc, on peut considérer que vous avez encore aujourd'hui une zone de tension. Alors, cette démarche, elle est fondée, et je suis toujours dans la stratégie de puissance de la Chine, dans la croissance de la puissance militaire chinoise. Alors, malgré le ralentissement, la puissance militaire chinoise, elle se traduit par cette politique que l'on a appelée, elle est ancienne, que l'on a appelée la stratégie du collier de perles. Voilà la Chine, et la Chine, aujourd'hui, est en train de se doter de ce que l'on appelle des facilités navales auprès de tous les îlots et de tous les pays voisins. On voit bien, notamment avec la Birmanie, avec la Thaïlande, avec l'Inde, avec le Pakistan, qui est un ami traditionnel de la Chine depuis les années 60,
qui a d'ailleurs largement bénéficié, probablement pour l'élaboration de sa bombe atomique, d'une aide de la Chine, en tout cas pour la fourniture de combustible. La Chine aujourd'hui, malgré le ralentissement de sa croissance économique, elle maintient son effort de modernisation. Son budget, c'est 145 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à 2014, et 12% l'année d'avant, et encore 10% en 2013. Ce budget se situe au deuxième rang mondial, après les États-Unis. Alors pour mémoire, les États-Unis, c'est 534 milliards. Donc 145 milliards, 534 milliards, il y a quand même encore un décalage. Mais plus que la comparaison avec les États-Unis, c'est surtout la comparaison avec ses voisins qui compte. Parce que le budget militaire de la Chine, c'est 145 milliards de dollars. Pour mémoire, la France est à 31 milliards d'euros. D'accord ? 145, 31. 31 que les militaires essaient de défendre contre... Voilà. D'ailleurs, en tout cas, je parle des militaires français. C'est surtout la comparaison avec les voisins de la Chine qu'il faut regarder. Les dépenses militaires chinoises sont supérieures aux dépenses militaires combinées du Japon, de l'Inde et de la Corée du Sud. Donc déjà, ça explique pourquoi ces pays-là, l'Inde, bon client, on est bien placé pour en parler, s'ils ont acheté des Rafales, voilà, c'est pas par hasard, enfin, je veux dire, c'était pas pour faire des baptêmes de l'air, on est bien d'accord. Le Japon, la Corée qui achète des F-35, ça, on n'a pas été fichu leur vendre des Rafales, ils ont préféré le modèle américain, pour la Corée du Sud, évidemment. Alors évidemment, l'argument c'est de dire que bon, c'est le caractère imprévisible du régime politique nord-coréen qui amène les dirigeants japonais, qui sont aujourd'hui en train, mine de rien, avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui est un nationaliste japonais, qui sont en train de remettre en cause l'article 9 de la Constitution japonaise, c'est-à-dire ce tabou qui faisait que le Japon renonçait à la guerre comme moyen d'intervention dans les relations internationales et s'interdisait de dépasser 1% de son PIB dans l'effort de défense. On sait bien qu'aujourd'hui, la barrière a été franchie et qu'aujourd'hui, les dirigeants japonais, ma foi, se posent la question, évidemment, y compris peut-être, de franchir ce tabou ultime qui serait de se doter d'un arsenal balistique et à un moment donné, de se poser le problème de la dissuasion, même si le mot, évidemment, depuis Fukushima et depuis Hiroshima aussi, quand même, dont on a célébré l'anniversaire cet été, reste encore tabou. La majorité des députés japonais du Parti libéral-démocrate, qui tient quand même 2/3 de la Chambre haute, de la Chambre du Parlement japonais, sont aujourd'hui partisans de remettre le Japon dans un effort de défense face, effectivement, à ce qui apparaît comme la montée en puissance de la Chine. L'effort chinois a été considérable depuis 1978. Dans le programme des 4 modernisations, il y avait l'agriculture, l'industrie, il y avait les services et il y avait la défense nationale, qui était un des 4 points des 4 modernisations. Alors la Chine ne possède pas la totalité des attributs de la puissance, c'est-à-dire l'équivalent de ce que l'on appelle les groupes de combat aéronavals qui font effectivement la force de projection de puissance des États-Unis, ce qu'on appelle la flotte américaine, la 7e flotte américaine, qui se trouve en mer de Chine, justement face à la Chine et qui a tendance à grossir et à se renforcer. Mais quand même, la Chine cherche à se doter. Alors elle s'est dotée, elle a racheté une vieille coque russe aux Ukrainiens pour faire un porte-avions. C'est un peu un outil de démonstration, mais depuis l'année dernière, ils ont commencé à construire leur porte-avions. Comme ils ont commencé, alors ils avaient un porte-avions, un sous-marin, pardon, un SLLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins à propulsion nucléaire, qui faisait autant de bruit qu'une locomotive à vapeur. Ils sont aujourd'hui passés, grâce à l'ingénierie russe, à des systèmes qui sont beaucoup plus furtifs, beaucoup plus performants, et on peut considérer que la moitié de la marine chinoise est composée de bâtiments qui feraient éventuellement, en cas de confrontation, jeu égal avec ceux de la marine américaine. Voilà. Là aussi, il faut dire, à un moment donné, les choses claires. Alors pour l'instant, c'est une posture, mais à terme, quand même, la Chine se dote de la totalité des attributs d'une grande puissance. Alors, elle se dote de la totalité des attributs d'une grande puissance, mais pour les dirigeants chinois, ce n'est pas simplement la puissance militaire, c'est tous les attributs de la puissance, et notamment la capacité
discrète, mais tout à fait redoutable, de se projeter et de projeter son modèle économique, sa puissance économique, sur les 5 continents. Alors un exemple, il est en cours, il est quand même assez spectaculaire, c'est le nouveau canal transocéanique. Le chantier a commencé, c'est un chantier très largement contesté par la population d'une partie du Nicaragua, qui est très largement contesté du point de vue de la viabilité économique, mais soyons clairs, c'est la réplique au canal de Panama qui a d'ailleurs été élargi cette année pour laisser passer les super Panamax, c'est-à-dire les navires portant plus de 12 000 conteneurs. On est en train aujourd'hui de concevoir des navires à plus de 20 000, mais bon, on se demande d'ailleurs comment on pourra les faire avancer. Mais bon, ça c'est un autre problème. La voie navigable, 278 km, le triple de la longueur du canal de Panama, 50 000 personnes employées sur le chantier et des navires atteignant jusqu'à 400 000 tonnes, c'est-à-dire y compris les plus gros supertankers, c'est-à-dire ceux qui sont obligés de faire le tour de l'Afrique parce qu'ils ne peuvent pas passer ni à vide ni à plein par le canal de Suez, même élargi. Donc voilà un peu le type de projet que les Chinois financent, tout comme des infrastructures qu'ils financent, et là, on les appelle les nouvelles routes de la soie, le grand pont transcontinental, le grand projet, le rêve à la fois de Poutine et de Xi Jinping, qui serait effectivement le pont terrestre, cette fois-ci, entre la mer de Chine orientale, là cette fois-ci je suis bien obligé de reprendre leur formule, jusqu'à Rotterdam. Ça fait plus ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce qui est gazoduc, tout ce qui est infrastructure lourde, notamment avec le Turkménistan, qui alimente la côte orientale chinoise avec du gaz naturel. C'est quand même les 2/3 du gaz naturel du Turkménistan qui part directement vers les centrales thermiques chinoises. Centrales thermiques d'ailleurs qui sont en train de réaliser leur aggiornamento, c'est-à-dire que la préoccupation environnementale, elle est aussi en train de rentrer dans les préoccupations des dirigeants chinois. Ils ont fait un effort tout à fait considérable dans ce domaine, y compris d'ailleurs en intégrant, c'est très récent, je vous renvoie au dernier numéro, enfin je ne sais pas s'il est encore paru, mais je l'ai déjà reçu effectivement, c'est le numéro de Alternative Internationale sur la COP21, sur le forum international sur le climat qui se tiendra à Paris. Je vous invite à lire cet article sur justement les efforts chinois qui sont en train d'imposer à la Chine, aux industriels chinois, un marché national sur le carbone. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'inventer la taxe carbone chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de faire ce qui ne marche pas vraiment en Europe occidentale, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, le marché du carbone à 7 € la tonne n'est absolument pas dissuasif. Il était prévu pour être dissuasif à 30 € la tonne de carbone rejeté par les industriels. Donc, on voit bien que la Chine a développé ce genre de problématiques. L'investissement massif dans des infrastructures majeures, mais aussi une pénétration déjà ancienne maintenant, ça fait 20 ans que ça dure, sans se poser la moindre préoccupation en matière de régime politique ou de droits de l'homme ou autre. Ils ne sont pas du tout délicats de ce point de vue-là, mais essentiellement pragmatiques. On voit bien que, bien entendu, l'intervention chinoise se fait vers les pays producteurs de matières premières, l'Algérie, le Nigeria, le Soudan. Alors, justement, le Soudan du Nord, parce que leur enjeu, la carte est un petit peu ancienne, j'en ai pas trouvé de plus récente, sauf à la faire moi-même, mais c'est ce que je ferai la prochaine fois en tout cas, je vous le promets, sur la division entre le Sud-Soudan et le Nord-Soudan, mais ce qui intéresse les dirigeants chinois, c'est évidemment avec le Nord chinois, avec le Nord-Soudan et le soutien qu'ils apportent au régime du Nord-Soudan et qu'ils ont apporté d'ailleurs dans la lutte de guérilla contre les animistes et les chrétiens du Sud-Soudan pendant la période des affrontements qui ont conduit à la partition du pays. L'enjeu, c'est évidemment le débouché sur la mer Rouge. On voit bien pourquoi. La Zambie, en raison de sa richesse en minerais de cuivre, et l'Afrique du Sud, je ne parle pas non plus du Nigeria. Et cela se traduit d'ailleurs par des investissements massifs. Là, la carte est plutôt récente. C'est une carte de 2011. Elle montre quand même vers où vont les priorités d'investissement. Et vous voyez d'ailleurs que même ce qu'on appelait à une époque la France-Afrique, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal,
ne sont pas épargnés. Par contre, évidemment, il y a des pays qui n'ont aucun intérêt, comme le Mali, par exemple, ou éventuellement le Centrafrique. Ce qu'on y trouve surtout, je suis assez bien placé pour vous en parler, c'est pas mal de kalachnikov et de grenades chinoises, de fabrication chinoise, dans les populations qui sont en train d'ailleurs de recommencer à s'affronter, et ça sera d'ailleurs un des thèmes d'un café géopolitique à venir sur les raisons de la présence française en Afrique. Enfin, la présence chinoise, elle est de plus en plus remarquée en Amérique du Sud. Alors, soyons clairs, les 2/3 des sols argentins, les 2/3 des sols de l'Argentine servent à produire du soja pour nourrir les élevages chinois. C'est un système de transfert massif à l'échelle mondiale. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Les échanges, alors on parle de dragons rugissants, les échanges commerciaux entre l'Amérique latine et la Chine ne cessent d'augmenter, et depuis l'année dernière, ils ont dépassé les échanges, qui étaient pourtant plus importants, entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Enfin, parmi les éléments de diffusion de la puissance chinoise, les instituts Confucius, qui sont aussi un instrument de promotion de la culture chinoise dans l'ensemble des pays du monde, de la pensée chinoise, c'est aussi un outil de pénétration idéologique et politique. Alors tout cela, je vous invite à faire cette démarche, parce que moi j'ai été très surpris et j'ai pourtant compris. J'ai reçu, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, puisqu'il est paru en 2011, le livre blanc, et je ne sais pas pourquoi je l'ai reçu d'ailleurs, sans doute parce qu'on m'a repéré comme un éventuel faiseur d'opinion. J'ai reçu le livre blanc du Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État, publié en octobre 2011 et qui s'intitule « Le développement pacifique de la Chine ». Vous le trouverez sur Internet. C'est très facile à trouver. C'est une superbe brochure illustrée, mais vraiment très belle brochure, dans laquelle tous les éléments de diffusion du modèle chinois basé sur la prospérité, sur les avantages mutuels, sont clairement expliqués de façon extrêmement diplomatique, au sens premier du terme, avec évidemment la Chine défend ses intérêts et autres. Mais donc il y a bien une volonté, j'allais dire, de monter en puissance, y compris dans le domaine culturel, dans le domaine idéologique. La Chine n'en est plus aujourd'hui à copier le modèle occidental. Elle est capable de projeter son propre modèle de développement. Alors pour mieux accélérer son développement, la Chine, eh bien, elle fonde sa stratégie sur 3 axes majeurs. D'abord, sa farouche volonté d'indépendance et de défense de son intégrité territoriale, et en même temps d'ouverture à l'égard des autres pays ou nations du monde. La nécessité pour elle d'accéder à plus de ressources énergétiques des autres pays tels que l'Afrique et les pays émergents. Et enfin, parce que là aussi, ce qui s'est passé cet été avec la dévaluation compétitive de Yuan, c'était pas forcément un épisode qui montrait les difficultés de la Chine, c'était éventuellement envisager de faire jeu égal avec le dollar comme monnaie de réserve internationale. Alors ça a commencé avec la conversion libre de dollars australiens en yuan, vu l'importance des échanges de matières premières de l'Australie vers la Chine. La Chine encourage la plupart des pays qui commercent avec elle à facturer leurs échanges réciproques non plus en dollars américains, mais soit en yuan, soit dans la monnaie du pays partenaire, qui se retrouve inévitablement par ce biais-là rattaché à la sphère du yuan, qui est la monnaie qui devient à ce moment-là la monnaie dominante. Et toutes ces initiatives chinoises, alors la Chine a pris encore une autre série d'initiatives pour que les banques centrales de certains pays partenaires se constituent des réserves de change en yuan. Et ces quelques banques centrales, elles sont autorisées à acheter et à détenir des titres à court terme qui sont émis en yuan, un peu comme font les États-Unis, qui inondent le monde occidental de bons de trésor libellés sur le dollar. Je veux dire, là, de ce point de vue-là, ils sont très pragmatiques. Ils font pareil, puisque ça a marché avec le dollar, depuis les accords de Bretton Woods,
ben, ma foi, ça marchera avec le yuan. Parce que quand on pèse effectivement 20% de l'économie mondiale en 2017, ma foi, on est quand même dans une position où on peut commencer à parler fort. Et puis, on est prêt à développer de façon concurrente à la Banque mondiale, de façon concurrente au Fonds monétaire international, où effectivement les pays occidentaux sont dominants, la Banque asiatique de développement, dans laquelle la Chine joue un rôle dominant, et avec les pays émergents, un ensemble qui est la Banque de développement des pays du Sud, dans lequel, effectivement, la Chine remet en cause, clairement, la domination des Occidentaux. Enfin, dernier point, la recherche scientifique, la recherche technologique va également dans le sens d'un renforcement de l'influence chinoise. Il faut le savoir, c'est ce que je dis dans mes classes, notamment à mes élèves des séries scientifiques, en leur disant, attendez, aujourd'hui la Chine produit plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunies. Et vos concurrents sur le marché du travail à l'horizon 5-10 ans, ça sera des ingénieurs formés dans les universités chinoises. Des universités chinoises qui n'hésitent pas à envoyer leurs chercheurs dans les meilleures universités européennes ou dans les meilleures universités américaines, mais qui aujourd'hui sont capables de mettre $1 million pour chaque chercheur qui revient ouvrir son laboratoire en Chine. Il n'y a pas un chercheur français à qui on proposera ce genre de choses. Et donc, la Chine s'inspire finalement assez facilement des années 50 pour construire sa puissance d'aujourd'hui. Finalement, ce que la Chine est en train de faire, c'est qu'elle est en train de faire ce qu'ont fait les États-Unis dans les années 50. C'est-à-dire à la fois Bretton Woods et le plan Marshall autour d'eux. Ils sont dans cette logique-là. Alors, sont-ils en mesure d'aller jusqu'au bout? C'est en tout cas la volonté des dirigeants chinois. C'est dans une certaine mesure ce qui permet aussi aux dirigeants chinois d'acheter la paix sociale. Parce qu'ils ont quand même une opinion publique avec 300 millions d'internautes. Ils ont une opinion publique, mais finalement, cette opinion, ils ont une classe moyenne. Sauf que cette classe moyenne, finalement, elle a parfaitement compris que la stabilité politique que garantissent les princes rouges, même s'ils règlent des comptes plus ou moins sanglants entre les différentes factions qui composent le Politburo et la Commission militaire centrale, et la Commission des conseillers, c'est-à-dire les 3 organes dirigeants du pouvoir politique en Chine, ils ont parfaitement compris qu'au final, c'est quand même ce régime-là qui leur a permis d'accéder à un mode de consommation qui se rapproche de plus en plus du nôtre. Et donc, dans une certaine mesure, finalement, du pain et des jeux. Après tout, tout le monde est content, et ça explique pourquoi il n'y a pas eu véritablement d'alternative politique qui puisse émerger. Il y a des individualités brillantes, courageuses, qu'il faut évidemment respecter, mais qui, au final, n'ont que très peu d'écho, même si, effectivement, elles ont des millions d'amis sur Facebook ou sur ce qui en tient lieu en Chine avec le moteur Weibo. Donc, voilà. La Chine est aujourd'hui en train de réinventer, finalement, et c'est pour ça que je disais, et je vais conclure là-dessus, le retour de l'Empire. La Chine est aujourd'hui en train de réinventer l'Empire. L'Empire du milieu, mais qui, lui, maintenant, est au centre du monde, et qui se voit comme au centre du monde, d'un monde que l'on peut voir comme ça, d'ailleurs, au moins, il n'y a pas de raison. Un empire du milieu qui se situe au centre du monde, un empire du milieu qui est entouré d'États tributaires, comme l'Empire de Chine était entouré d'États qui lui payaient tribut et qui reconnaissaient son autorité, même si elle était lointaine et même si elle était contestée, voire les épisodes de 10 siècles de confrontation entre la Chine et le Vietnam, mais au final, un ensemble. Alors par exemple, la formation du sommet des BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine en 2009, qui accueille ensuite l'Afrique du Sud en 2011, ça devient une espèce de bloc de pays émergents qui propose un modèle économique différent du modèle occidental, et qui aujourd'hui, et on va le voir d'ailleurs, on va le vérifier lors de la conférence de Paris, et je terminerai là-dessus, qui vont faire bloc ensemble en disant, attention, nous faisons des efforts. Nous proposons une voie alternative à ce que nous propose le monde occidental, à ce que nous proposent les vieux pays capitalistes développés, qui est à la fois de concilier nos besoins de croissance économique et de développement pour nos populations, et en même temps la vision que nous avons du monde. Et alors effectivement, l'assise mondiale de la Chine, elle repose à la fois sur ses liens politiques avec d'autres pays du Sud, mais aussi sur ses relations économiques avec l'Europe
et avec les États-Unis qui lui permettent à la fois de dégager son excédent commercial et donc de financer son expansion. Quelque part, nous sommes, de gré ou de force, de gré parce que nous sommes des consommateurs éclairés et que nous choisissons de consommer, mais pourrions-nous faire autrement, nous sommes quelque part les partenaires de cette expansion chinoise. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur la Chine. Je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, le 18 novembre prochain. Ce ne sera pas moi qui serai à cette table, mais Dominique Mateille, qui est une historienne également, qui est spécialiste de l'Ukraine et du monde russe, et qui vous parlera de ce conflit que l'on a tendance un petit peu à oublier. C'est vrai qu'il s'est passé tant de choses, et vous savez ce que c'est, l'écume de l'actualité, et pourtant on se bat toujours sur les marches frontières de la Russie, et on a des raisons d'ailleurs de se battre encore pour longtemps. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, et je suis bien entendu, comme on le dit, prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Il reste à peu près une bonne dizaine de minutes. S'il y a quelques questions, vous levez la main. D'un côté et de l'autre, on vient avec vous avec le micro. Tout le monde a tout compris. Ah, monsieur. Qu'en est-il de la prise en main des terres rares? Attendez, excusez-moi. Prenez le micro, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais savoir où on en est de la prise en main sur les terres rares qui servent à construire les ordinateurs. Pour les terres rares, c'est très simple. La domination chinoise, elle est à peu près de 90% du marché. Il faut être clair. Ils ont même racheté des mines qui étaient épuisées, qui se trouvaient dans les montagnes rocheuses. Ils ont aussi racheté des mines en Australie. Alors ils se sont heurtés d'ailleurs sur l'achat d'une de ces mines à une entreprise française qui est intervenue justement pour racheter avant eux et pour mettre un peu plus d'argent dessus. Mais clairement, la domination chinoise sur les terres rares est suffisante. Alors, disons qu'ils exercent par ce biais-là, vous avez raison, j'aurais d'ailleurs pu tout à fait en parler en matière de domination, mais je vous remercie de me permettre de compléter. Ils ont cette capacité à éventuellement faire exercer une amicale pression sur les pays qui sont quand même tributaires d'eux pour la production d'un certain nombre de composants informatiques. Alors, il y a aussi quand même un marché parallèle qui permet de contourner la domination chinoise sur les terres rares, notamment avec ce qu'on appelle les mines du sang. Je parle du zoltan et de quelques minerais de ce type qui se trouvent au nord Kivu, c'est-à-dire au nord du Congo. Donc, il y a bien une domination chinoise sur les terres rares, elle est importante et elle est difficile à remettre en cause, simplement parce qu'ils ont pris la démarche d'exploiter ce qu'ils appelaient, à un moment donné, dans les vieux livres de géographie des années 60, on appelait ça le sud polymétallifère, c'est-à-dire toute cette partie du sud qui se trouvait au nord de Canton, où se trouvaient pas mal de mines de terres rares, qui sont devenues ensuite des matériaux stratégiques particulièrement intéressants pour le développement et qui permettent d'alimenter notre mode de vie d'un certain point de vue. Moi, je veux juste poser une question comme ça. Qu'en est-il aussi de la coopération russo-chinoise, puisqu'ils ont, il me semble, signé un traité de commerce assez récemment. Alors, la coopération russo-chinoise, ça, je dirais que c'est vraiment, je dirais que ça ferait un sujet à part entière. Parce que, d'abord, les deux pays sont membres de ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe aussi bien d'ailleurs la Russie de Vladimir Poutine, que la Chine de Xi Jinping, que l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan. Donc on appelle ça, et la vocation d'ailleurs de ce traité était un traité politique, d'ailleurs de lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme. C'était d'ailleurs au moment de la guerre en Tchétchénie que la Russie avait initié cette organisation de coopération. Ensuite, deuxième aspect, en matière de coopération, la coopération militaire russo-chinoise, extrêmement importante. La Chine est un excellent client des arsenaux russes, notamment dans le domaine de la construction navale et de certains systèmes de missiles. Et puis, il y a quand même une vieille tradition historique qui fait qu'une bonne partie du matériel militaire chinois a quand même été très largement inspiré par les modèles de l'époque de l'Union soviétique.
cherchent aujourd'hui à diversifier leurs sources d'approvisionnement, et même s'ils ont également une industrie d'armement de plus en plus sophistiquée d'ailleurs, d'où d'ailleurs l'importance, vous en parliez tout à l'heure, des terres rares, puisque là il s'agit quand même du nec plus ultra des composants électroniques qu'il faut être capable de fabriquer. Et aujourd'hui les dirigeants chinois sont capables d'en fabriquer. Enfin sur le traité de commerce, soyons clairs, le traité de commerce il s'inscrit dans cette logique qui est des avantages mutuels. Aujourd'hui, quand Vladimir Poutine peut éventuellement s'inquiéter des mesures de rétorsion que l'Union européenne pourrait prendre à son encontre, y compris d'ailleurs pour les livraisons de gaz naturel, eh ben, ma foi, Vladimir Poutine est parfaitement capable d'envisager. Alors ça ne va pas se faire demain, parce qu'on ne construit pas des gazoducs à... il faut savoir quand même que certains gazoducs, dans des zones montagneuses, ça coûte 3 000 € le mètre. Le mètre. 3 000 € le mètre. Donc, on ne va pas construire ça en 2 jours. Mais on voit bien la logique, qui est de considérer que pour la Russie qui a besoin d'un apport d'argent frais et de capitaux, les perspectives de développement avec la Chine pour la partie sibérienne sont extrêmement prometteuses. Alors en même temps, d'autant que tous les problèmes frontaliers de litige qui pouvaient exister, héritage de la guerre de l'Ussuri dont j'ai parlé, ont été totalement levés. C'est-à-dire qu'aussi bien sur les frontières du Xinjiang que sur les frontières de Sibérie avec le fleuve Amour, qui s'appelle en chinois Heilongjiang, mais côté russe ça s'appelle l'Amour, et l'Ussuri justement, l'Ussuri étant un affluent de l'Amour, tous ces litiges ont été réglés. Donc il n'y a plus de problème de territoire entre la Chine et la Russie. Donc ça, des nations qui font du commerce ne se font pas la guerre, et par contre, dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, les 2 pays font des manœuvres militaires communes de plus en plus fréquentes. Et on voit bien d'ailleurs dans quel esprit cela se situe, combattre ce que la Chine et la Russie sur sa partie orientale, sur sa partie sibérienne, appellent le complexe d'encerclement face au déploiement des États-Unis et de leurs alliés. Mais pour le commerce, c'est clair que les nouvelles routes de la soie, elles relient évidemment la Chine avec l'Europe, une fois qu'elles seront réalisées, mais en réalité, elles servent d'abord à faire un pont, et un pont extrêmement important, solide, entre la Chine et la Russie de Vladimir Poutine, qui en plus souffre d'un déficit démographique, même si aujourd'hui il est en train de revenir. Il y a aujourd'hui une politique nataliste de plus en plus affirmée dans la Russie de Vladimir Poutine. Le nationalisme, il faut faire des enfants aussi, sinon ça ne marche pas. Et je suis très heureux quand même de saluer mon questionnaire, qui est quand même, c'est un plaisir aussi de le retrouver, un brillant élève de Cagnes et un de mes anciens élèves du lycée Henri IV de Béziers, ma foi. Il y en a quand même quelques-uns qui passent parmi nous qui réussissent. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous avec Dominique Mattei, mercredi 18 novembre, même heure, même endroit, et cette fois-ci, ce sera sur les grandes plaines, et vous entendrez aussi bien la balalaïka que peut-être le bruit des bottes et le bruit des armes sur ces marges de la Russie et de l'Ukraine. Ukraine, c'était la périphérie, c'était comme ça qu'on l'appelait en russe. À bientôt, merci. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединяйте.